Quand arrive le film Ghostbusters, là, ils arrivent avec des super équipements high-tech, mais les chasseurs de fantômes, aujourd'hui, calquent ça. Hein? Ça n'existe pas, les balayeuses à fantômes? Non. Est-ce qu'un lieu qui est hanté pourrait ne plus être hanté? Mettons qu'on fait des rénovations. Et dans certains cas, par exemple, on a vu des meubles se déplacer, des meubles se renverser. Et toi, ça, t'as aucune explication. Généralement, moi, ça, c'est ma blonde. Quand elle veut le ça, Bonjour, bienvenue à Deux filles le matin. Bonjour, Sophie Préjean. Bonjour. Déjà la dernière journée. Hey, ça a passé trop vite. Ça passe vite quand on vient faire Deux filles le matin. Bon, aujourd'hui, là, on est ailleurs, tu sais, à chaque Complètement. jour, mais là, on s'en va dans les lieux hantés. OK. Fait qu'on a invité des gens possédés. j'aime ça. Ah, des gens possédés. Bonjour, Maxime Landry. J'aurais aimé ça te répondre puis que ma tête fasse comme 3 tours, là. Ça marchera pas. Mais toi, est-ce que tu crois à ça, les choses hantées? Ben, j'y crois. Mais on dirait que plus je vieillis, moins je ressens. Parce que quand j'étais jeune, je ressentais souvent des présences. Tammy, tu me regardes bizarre, tu me juges en ce moment. Non, non. Mais ça n'a pas de lien avec ça. Elle te juge normalement. Je chantais souvent des présences. Ouais. Je chantais dans le chorale de mon église, puis quand j'arrivais tout seul, et je chantais comme qu'il y avait quelque chose qui se passait, que c'était froid, les frissons, tout ça. Fait que, mais je peux pas expliquer, je peux pas dire ce que c'est, T'as pas mais vu. je suis quand même ouvert à ça, puis j'y crois. Ouais. OK. Bon, mais d'abord, bonjour, Bonjour, Billy Tellier. bonjour. Félicitations. T'es papa tout récemment Merci, d'un merci. garçon. Comment s'appelle-t-il? Édouard, Puis comment ça se passe? ça va très bien. J'ai le temps de voir les esprits. Je suis très éveillé. Ils peuvent arriver dans la chambre quand ils veulent. Je peux leur parler. OK, mais toi, est-ce que tu as déjà fait la rencontre d'un esprit? J'ai jamais vu d'esprit en tant que tel. Moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Ambroise. On avait des histoires, tu sais, des espèces de petites légendes. Je me souviens d'une maison où une femme se maquillait beaucoup et la nuit de noces, elle s'est mariée et quand elle a consommé sa nuit de noces, elle s'est démaquillée. Et là, son mari a tellement eu peur qu'il est parti en courant. Et là, elle a mis fin à ses jours et c'était comme la maison OK. hantée du village. Et on partait en courant quand on arrivait devant cette maison-là parce qu'on avait peur que cette madame-là, l'esprit de cette madame-là soit là. Mais est-ce qu'il y a des gens qui habitaient la maison? Je pense que là, présentement, il y a des gens qui habitent la Mais à maison. l'époque, Mais à l'époque, non. En tout cas, on ne l'approchait pas, là. Oui, ils vont en faire un film, puis ils m'ont demandé de faire le rôle. Bonjour, Tammy Bird. Salut! Ça va bien? Ça va très bien. Tammy, est-ce que toi, tu as déjà fait la rencontre de quelqu'un qu'on ne voit pas? As-tu des amis imaginaires Pas que tu as du vus? tout. Je n'ai aucune expérience OK. paranormale. Puis je m'excuse d'avance parce que moi, je n'y crois pas beaucoup. J'aime les histoires. OK? Comprenez-moi bien. J'aime ça, entendre ces histoires-là. Mais pour moi, ça demeure des histoires. Je pense que je suis très cartésienne. Pour moi, il y a une explication scientifique. Voilà, je m'affiche. On te C'est demanderait clair. de quitter. Mais Christian Page, bienvenue. Christian, t'es l'enquêteur du paranormal, donc t'es un peu comme Tammy aussi. Absolument. Tu sais, vous avez la même pensée, Ouais, t'aimes les ouais. histoires et t'aimes démonter les histoires aussi. En fait, ce que Tammy dit, c'est, si on regarde là, de manière assez relative, il y a 20 ou 30 ans, quand les gens disaient « j'ai vécu des expériences paranormales », on avait d'un côté les sceptiques militants et les scientifiques qui disaient « ces gens-là ont visiblement abusé de substances ». Aujourd'hui, les sceptiques ont encore le même discours, mais il y a une communauté de scientifiques maintenant qui accueille avec beaucoup de bienveillance ces témoignages. Une nouvelle génération de scientifiques dit « attention ». Ces gens-là vivent réellement des expériences. Ils croient que ces expériences-là sont réelles, mais il y a peut-être d'autres explications avant de faire intervenir l'au-delà. Donc maintenant, il y a une voie de la recherche, et en particulier dans le domaine des neurosciences, qui ont apporté au cours des 20 dernières années des découvertes tout à fait extraordinaires sur notre relation avec les fantômes. Ah, toi, aimes-tu les fantômes? En as-tu déjà vu? Je suis un peu la version Tammy Verge, moi aussi. là. Ah C'est-à-dire que ça va m'en prendre pas mal. OK, mais... Puis personne n'est arrivé jusque-là avec moi. Je suis une sceptique née. OK, parfait. Mais là, Je suis très plancher des vaches, moi. Bon, ben, Dans la vie, aujourd'hui- quelqu'un qui me connaît, tu le sais, c'est comme... Oui, t'es je trouve assez ça- rationnel. Ben, Mais oui, aujourd'hui, vas-y. on va parler des lieux hantés au Québec. OK. Ça fait que là, peut-être que si on allait tous faire un tour là, Mhm. peut-être qu'on aurait des histoires à raconter. Moi, c'est sûr que je dors pas. Moi, si on va là, c'est sûr que je dors pas, puis je veux pas y croire. Mais c'est sûr que j'ai quelque une chose. grosse imagination. Puis... vas être mais, ça veut dire qu'au fond de si toi, tu on y y crois un va, peu. si on y va, 50 d'entre nous vivront une expérience paranormale. Oui. Parce que des Je suis tout à fait recherches, d'accord. il y a un scientifique britannique qui a dit à un moment donné, une maison hantée n'a pas besoin de fantômes pour être hantée, elle n'a besoin que du pouvoir de la suggestion.
Oui. Et voilà. Et donc, si on a fait des tests, on amenait des gens, par exemple, dans des lieux que on leur disait au départ hantés. Après quelques heures, 50 d'entre eux disaient « j'ai vécu quelque chose, j'ai entendu quelque chose, j'ai senti un toucher, C'est qu'on j'ai vécu. interprète tout différemment. Et voilà, et c'est justement ces recherches dans le domaine des neurosciences, ce qu'elles nous montrent depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on se crée nous-mêmes des biais cognitifs tout à fait extraordinaires. Notre cerveau est une extraordinaire machine à créer des illusions. Et on a toujours cru que ces illusions-là, qui sont bien réelles, le stimuli, il est là, l'expérience, elle est réelle. Mais la façon dont notre cerveau va décanter l'expérience et va nous amener à croire que des gens autour de nous, qu'on a entendu un murmure, qu'on a eu l'impression d'avoir été touché, tout ça se passe ici, et non pas de l'extérieur. OK, bien là, tu vois. On avance. On avance. Déjà, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Ben, il y aura 50 qui va penser C'est notre base, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, hanté? Hanté, c'est-à-dire que généralement, il y a plusieurs distinctions dans le domaine du paranormal. Les poltergeists, les phénomènes d'hantise, les apparitions, tout ça, ce sont des types de manifestations différentes. Lorsque l'on parle d'une hantise, on parle d'un lieu, généralement, qui, au fil des années, des générations, aura des histoires mystérieuses associées à ce lieu-là. Et dans certains cas, pour 1% à peu près des phénomènes, il y aura des apparitions, donc des gens ou des formes que l'on verra qui vont nous rappeler des gens qui auraient vécu dans ces lieux-là. Donc ça, c'est ce qui caractérise une hantise et généralement associée à ce lieu-là. Il y aura eu des morts de manière dramatique. Donc, il y a une histoire assez sordide, dramatique, associée au lieu qui va alimenter la croyance que les fantômes sont rattachés à ces lieux. Ces histoires-là, souvent, sont intéressantes. Moi, Ouais, c'est en fait, un aspect que j'apprécie beaucoup. Voilà, là, donc l'histoire est souvent plus intéressante que la manifestation elle-même. Là, C'est- tu nous as proposé des lieux au Québec, dont l'asile de Saint-Clotilde de Horton. Ouais. Juste le nom. Donc, Déjà là. mais ce qui est dit, c'est vrai, parce que lorsque l'on parle T'as des... raison. Bon, dans le cas de l'asile de On voit Sainte-Clotilde l'asile d'Horton, ici, là. ça se trouve dans le comté d'Arthabasca, c'est tout dans la région de Thetford Mines à peu près. Donc, l'asile a une histoire tout à fait extraordinaire. Il est construit à la fin des années 30. Dans les années 50, il va passer... bon, au départ, ça se doit d'être... c'est des missionnaires qui font construire ça. Donc, c'est une sorte d'abbaye. Et puis, éventuellement, dans les années 50, ça passe entre les mains des frères de l'institution chrétienne qui vont en faire un noviciat. Et là, il y a une première légende qui voudrait qu'aux alentours, à la fin des années 50, 3 jeunes qui avaient trouvé refuge dans un réduit auraient mis le feu en allumant une cigarette et seraient morts asphyxiés. Ensuite, dans les années 60, l'endroit passe aux mains du gouvernement du Québec qui va en faire un hôpital pour des soins de réadaptation pour des gens qui souffrent de troubles mentaux. Et dans la catégorie des lieux hantés, c'est sûr que les asiles ont comme la cote. Et là, ensuite, il va se produire un autre incendie en 1988. Et là, cette fois, 9 personnes vont trouver la mort au dernier étage de l'édifice. Éventuellement, on va essayer de reniper le bâtiment pour lui donner une nouvelle vocation. Mais finalement, les dommages sont trop grands. Et depuis 2002, l'endroit est complètement abandonné. Abandonné. Ça Ouais, veut dire qu'il y a abandonné. des gens qui le fréquentent peut-être illégalement. Voilà. Là, Là, ce qui est quand Ça même... donne le goût ce qui est d'aller intéressant, voir. on voit d'ailleurs... Nous autres, on va faire autre chose. Là, d'ailleurs, on voit la grande aller voir. salle où les personnes sont décédées. On voit qu'il y a une sorte de squatting. Il y a des gens qui vont là, font des Jésus, rituels, en tout ça. pas italien, il a laissé son Donc, nom. dans le cas de l'asile de Sainte-Clotilde, bon, déjà, je vais tout de suite dégonfler une balloune, comme on dit. L'incident de 1958-59, c'est 3 adolescents morts dans un réduit. Ça, c'est faux. Ça s'est jamais produit. OK. En revanche, l'incendie de 1988, lui, il est tout à fait authentique. Et c'est vrai que 9 personnes ont trouvé la mort. Donc, aujourd'hui, évidemment, c'est l'endroit où tous les chasseurs de fantômes du Québec se donnent rendez-vous. Et bien sûr, ils mènent leurs investissements. Il faut se rappeler, on le voit à la photo, Oui. il n'y a plus aucune fenêtre qui a des vitres. En fait, c'est un espace tout à fait ouvert. Il y a des colonies d'oiseaux qui logent, bien sûr, dans les entretoits, qui logent dans les plafonds. Moi, quand j'y suis allé, on a fouillé, par exemple, derrière les murs. On a vu des rats gros comme des chats là, qui couraient derrière les murs. Et là, évidemment, il y a de la vermine partout. Il faut se rappeler que l'endroit est quand même abandonné depuis presque 20 ans maintenant. Donc, quand les chasseurs de fantômes vont là, avec la croyance que le lieu est hanté, bien sûr, il y a toujours cet aspect de suggestion qui y intervient. Ces gens-là arrivent là, ils font leurs investigations la nuit, dans l'obscurité. Et voilà. Mais c'est sûr On qu'il y a des entend bruits, quelque il y a des chose, bébés on a- dans les murs. Voilà, on a tout compris. Et là, finalement, ils ont tout un appareillage
qui, de vous à moi, est à peu près aussi utile pour chasser des fantômes qu'un stéthoscope pour trouver des corps aux pieds. Quelqu'un qui dirait, je vais acheter un appareil comme ça, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. C'est absolument, c'est de l'arnaque. Ces appareils-là n'ont absolument aucune utilité. Un bon Polaroid. Pour documenter. C'est assez amusant parce qu'avant l'avènement d'un film qui est Ghostbusters, on se rappelle au début des années 80, les chasseurs de fantômes, avant Ghostbusters, lorsqu'ils enquêtaient sur des cas de maisons hantées, elles mettaient un peu de poudre de talc au plancher, de la poudre pour bébé. On se disait, si le fantôme vient, il va peut-être laisser ses empreintes. On mettait des caméras dans l'espoir de filmer quelque chose, puis parfois des cordelettes avec des clochettes. On se dit, si le fantôme vient, il va peut-être faire sonner clochette. Quand arrive le film Ghostbusters, on s'est dit, on n'est tout de même pas pour prendre 3 savants avec toutes sortes d'équipements qui vont commencer à chasser les fantômes avec des clochettes. On leur a donné des équipements. Là, ils arrivent avec des super équipements high-tech, mais évidemment, on a compris que c'est pour un film. Mais les chasseurs de fantômes, aujourd'hui, calquent ça. Hein? Ça n'existe pas, les balayeuses à fantômes? Non, les balayeuses à fantômes, ça n'existe pas. Les appareils, les fameux K2 qu'utilisent les chasseurs de fantômes ne sont rien d'autre que de vulgaires jauges pour détecter les champs magnétiques. Mais toi, quand tu y vas, est-ce que tu arrives avec quelque chose quand tu arrives là-bas? Non, parce que ces appareils-là, dans une démarche rigoureuse en science, il faudrait d'abord se dire est-ce que les fantômes existent et que sont les fantômes? Et à partir du moment où on pourra déterminer quelle est la nature des fantômes, s'ils existent, bien sûr, on pourra peut-être développer des appareils qui permettront de les documenter. Mais là, j'essaie de chasser quelque chose que, un, je ne sais pas si ça existe, et deux, j'ai aucune idée de la nature de ce que je chasse. Alors là, finalement, quand on me dit « oui, j'ai entendu un bruit », ça peut être effectivement un oiseau dans l'entretoit. Ma jauge magnétique s'est déclenchée, des petites lumières se sont allumées. J'ai posé la question, moi j'ai pris à un moment donné tous les équipements des chasseurs de fantômes, j'ai remis ça entre les mains d'un physicien de l'Université McGill, donc pas la dernière place, l'Université McGill. Ils se sont bidonnés pendant 2 heures à jouer avec ces trucs-là, à allumer des lumières avec des tournevis. Et quand je les ai demandé, j'ai dit, si vous deviez chasser les fantômes, quel appareil que vous utiliseriez? Ils m'ont sorti une cuillère en bois en me disant, s'il y avait un fantôme, je pourrais lui donner un coup sur la tête parce que tout le reste sert absolument à rien. C'est vraiment de la poudre. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'asile de Sainte-Clotilde n'est pas hanté? Je peux pas dire ça, que l'asile n'est pas hanté, sauf que les preuves que les chasseurs de fantômes qui se donnent rendez-vous dans cet endroit-là, les preuves que ces gens-là nous proposent ne sont pas des preuves d'une hantise. Ce sont des preuves que toutes sortes de patentes qui se passent dans ce bâtiment-là, grand bâtiment abandonné, et qui peuvent s'expliquer de 1001 façons sans avoir besoin de faire intervenir une transcendance éclosive. OK. Le fort Stuart de l'île Sainte-Hélène. Moi, c'est près de c'est chez près. nous. Oui, oui, exactement. Ça, c'est quand même... Là, encore une fois, on se retrouve dans la catégorie des légendes. C'est-à-dire que d'abord, le fort, il faut se rappeler, peu de gens savent qu'on a déjà eu une guerre canado-américaine. Hein? C'est-à-dire que les Anglais, aux alentours de 1812, à peu près, se sont battus contre les Américains. Et peu après, les Britanniques ont décidé de construire une série de forts le long du fleuve Saint-Laurent pour se protéger d'une invasion américaine. Et c'est comme ça que le fort de l'île Sainte-Hélène va voir le jour. Il est construit entre 1815 à peu près et 1820. Et là, évidemment, c'est assez amusant parce qu'il y a déjà dans l'île Sainte-Hélène une rumeur que l'île est hantée par un fantôme. Alors, avant même que les Britanniques construisent leur phare, il y a déjà cette idée qu'il y a un fantôme sur place. Et là, éventuellement, le fort de l'île Sainte-Hélène va connaître toutes sortes de vocations. À un moment donné, il va servir d'hôpital durant la grande crise, la grande épidémie de choléra qui a frappé le Québec aux alentours de 1840. Et ça fait quand même 30 000 morts. Donc, il y a toutes ces histoires-là qui vont tourner autour du fort. Il est abandonné en 1870 par les Britanniques. Et ensuite, les Montréalais vont se l'approprier. Dans les années 50, on va en faire un musée. Moi, il y a des gens qui me racontaient, et notamment des gardiens de sécurité, qui me disaient, la nuit, parfois, des caméras se mettent à bouger, il y a comme des parasites, l'image se coupe. Il y a toutes sortes d'histoires qui circulent. Mais il faut quand même se rappeler que le fort a la réputation d'être hanté. Donc, en d'autres circonstances, probablement que les gardiens ne feraient pas de cas sur le fait que l'image se... Il y a une prédisposition. Mais voilà, mais comme le fort est hanté... on aime ça. Voilà. Mais est-ce qu'un lieu qui est hanté pourrait ne plus être hanté? Mettons qu'on fait des rénovations. Oui, est-ce que... Non, mais en tout cas, moi, je me pose la question. Ça prend bien du sel. Non, mais comprenez-vous ce que je veux dire? Ouais, Ça parce se que pourrait-tu, en changeant les murs ou je sais pas quoi, que tout à coup, on perde la vocation? Question tout à fait extraordinaire. Bon, vous riez, Ta mais... question est extraordinaire. Non, Et puis, cette question-là, elle est extraordinaire parce que la réponse est oui. Et je vais vous donner un exemple frappant. Après la pause, Christian. OK, on regarde ça Parce que moi, je après ne veux la pas pause. manquer un mot de ça. Restez là.
Tu sais, quand je parlais de mon église, quand j'étais jeune, que je ressentais des frissons, tout ça, je ferais jamais de recherche à savoir qu'est-ce qui me causait ces frissons-là. C'est une basse fréquence ou une overdose de variation retail dans de le champ électromagnétique. On continue à parler des lieux hantés. Donc, ta question, c'était est-ce qu'un fantôme, ben, en tout cas, un lieu hanté ne pourrait plus être hanté. hanté? Il pourrait ne plus être hanté à un moment donné. Donc, avec si des on y va du côté des gens qui croient aux hantises, aux manifestations du surnaturel, ils ont tous ces groupes-là ont des recettes, avec une feuille de sauge, du sel, etc. Mais il y a des explications plus rationnelles à ça, et je vais donner un exemple qui est tout à fait frappant. Au début des années 1980, en Angleterre, il y avait un laboratoire que l'on disait hanté. Et le directeur du laboratoire s'appelait Vic Tandy, et qui est un scientifique, évidemment, donc il refusait de croire que le laboratoire était hanté. Et pourtant, ses collègues se plaignaient de sentir des présences, entendre parfois des murmures, voir sur les murs des ombrages inquiétants. Et un matin, Vic Tandy, qui était également un amateur d'escrime, se présente au laboratoire avec son fleuret pour en couper une partie de la lame. Il place le fleuret sur un étau, et au moment où il va chercher la scie et revient, il voit que la lame vibre. Alors, en bon scientifique, il s'est dit, si la lame vibre, il doit y avoir de l'énergie qui bouge la lame. Est-ce l'au-delà qui se manifeste? Non. Vic Tandy a découvert que dans le laboratoire, un ventilateur émettait une basse fréquence à 18,5 Hz. Il faut savoir que l'être humain entend entre 20 et 20 000 Hz. Donc, cette basse fréquence était juste en dessous de ce que l'oreille humaine pouvait entendre. Et si on place une basse fréquence à ce niveau-là, vous ne l'entendrez pas, mais elle va vous déranger. Et ça peut même vous déranger au point d'avoir des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles. Comme c'est une vibration dans l'air, ça fait bouger la cornée de l'œil et vous voyez des ombrages sur les murs. Vic Tandy a constaté que quand il fermait le ventilateur de son laboratoire, le laboratoire cessait d'être hanté. Donc, notre cerveau est sensible à notre environnement. Et là, l'expérience de Vic Tandy montre bien que différents stimuli extérieurs, les gens avaient raison, les gens vivaient des présences, les gens avaient l'impression d'être touchés. Et il y a 30 ans, on aurait dit, ces gens-là ont abusé de substances. Mais maintenant, on sait que notre cerveau, placé dans des conditions environnementales très particulières, est sujet aux variations des champs électromagnétiques. Il est sujet, justement, il est sensible à ces basses fréquences. Il est sensible à toutes sortes de choses et va créer des biais cognitifs qui va nous amener à croire qu'on est dans un lieu hanté. Ça, dans tes tunes, des basses fréquences de même. Non, mais c'est plate de dire ça parce qu'on a l'impression que ça dégonfle un peu notre ballon. On croit le fantôme. Mais la grande question qu'on doit se poser, c'est voulons-nous la vérité ou voulons-nous avoir raison? Alors, si on croit aux fantômes et on va avoir raison, il n'y aura pas de discussion possible. Mais si on va avoir la vérité, il faut être prêt à accepter que nos croyances pourront être défiées par des avancements de la science. Et c'est fabuleux ce que les neurosciences Tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux de cette explication-là. Autant ceux qui ont vu des choses et qui ne veulent pas se faire traiter de menteurs que ceux qui disent, ben. Et c'est pour ça, maintenant, il y a toute une communauté scientifique qui accepte maintenant ces témoignages-là avec bienveillance en disant, non, ces gens-là, on a 200-300 personnes qui ont visité un même lieu. Tous ces gens-là ont un discours qui va dans le même sens. J'ai vécu des choses étranges. Alors, essayons de prendre ça et de dire pourquoi ces gens-là ont vécu des choses étranges. Et là, on va découvrir que des situations environnementales peuvent créer ce genre de biais-là. Tu avais une question, Maxime? Ben, en fait, je me disais juste que nous, on ne pourra jamais se les expliquer, ces affaires-là. Tu sais, quand je parlais de mon église, quand j'étais jeune, que je ressentais des frissons, tout ça, je ne ferais jamais de recherche à savoir qu'est-ce qui me causait ces frissons-là. Si c'est une basse fréquence ou une overdose de retail de champ électromagnétique. Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes de conditions environnementales qui auraient pu créer ce genre de truc-là. Mais c'est pour ça, moi, je dis souvent, les gens... Je sais qu'au Québec, je suis détesté par les groupes de chasseurs de fantômes. Puis comme je dis souvent, c'est sûr que c'est un peu comme les escrocs, n'aiment pas voir J.E. débarquer dans leur cour. Les chasseurs de fantômes n'aiment pas me voir débarquer dans leur cour. Mais ultimement, il faut se poser la question, d'abord, qu'est-ce que l'on recherche comme explication? Et moi, personnellement, je trouve que l'étude des phénomènes paranormaux, elle est trop importante, trop fascinante pour laisser n'importe qui en faire n'importe quoi. Donc, malheureusement, c'est pour ça que je suis toujours le pied à terre en me disant c'est un extraordinaire défi à la science que de découvrir quelle est la nature qui se cache derrière ces phénomènes. Parce que les phénomènes paranormaux, depuis que l'homme est homme,
Les phénomènes paranormaux font partie de l'expérience humaine. Qu'on remonte dans l'Antiquité, il y avait cette croyance-là de la vie après la mort. On croyait que les dieux se manifestaient. C'était pas même pire un peu à cette époque-là, oui, parce que qu'on comme on n'avait pas d'explication scientifique, donc, La l'expérience Terre était plate à cette époque-là. Et ces gens-là, on pouvait croire dans n'importe quoi. et bien souvent, ces gens-là vivaient des expériences extraordinaires. On a des récits, par exemple, un légionnaire romain mort au champ de bataille et qui a raconté, parce qu'il est revenu à la vie, et il racontait comment il survolait la plaine et comment il pouvait voir de ses collègues qui étaient morts au combat avant de réintégrer son corps. C'est une extraordinaire description d'une expérience de mort imminente comme on les a aujourd'hui. Et pourtant, je vous parle d'une bataille qui s'est déroulée dans l'Antiquité. Les phénomènes paranormaux font partie de l'expérience humaine depuis l'aube des temps. Donc, c'est fascinant d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et si on laisse n'importe qui faire n'importe quoi avec des appareils, une quincaillerie... Parce que très souvent, les chasseurs de fantômes, qui n'ont malheureusement pas de formation académique, utilisent ces appareils-là en se disant « je suis scientifique », parce que j'ai de l'équipement et des babelles qui font de la lumière. Mais je dis souvent, écoutez, c'est pas parce qu'on va donner une calculatrice à un chimpanzé qu'on va en faire un mathématicien. Et c'est malheureusement ça, ces gens-là. On est là pour démystifier il y a le une business paranormal. aussi en même temps. C'est sûr que c'est le fonds de commerce qu'on attaque. Là. Ceux qui ça, font free aussi font une business avec ça. Absolument. Puis le vieux pénitencier de Trois-Rivières, est-il hanté? Ben, encore là... Parce que c'est aussi un pénitencier. Dans la catégorie des lieux hantés, les asiles et les pénitenciers sont des endroits très riches. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes d'histoires sordides et qui circulent autour de ces lieux-là. Dans le cas du pénitencier de Trois-Rivières, le bâtiment a été construit, en fait, il a été inauguré en 1822 et au départ, il devait recevoir à peu près 40 prisonniers. Il avait été conçu pour recevoir 40 prisonniers et éventuellement, la population carcérale a dépassé à un moment donné plus de 100 prisonniers. Donc, on comprend que les conditions étaient tout à fait sordides et finalement, le bâtiment, bon, il a été incendié en 1908 et en 1985, on a décidé de le fermer à cause des conditions d'insalubrité. Donc, le bâtiment a été fermé, inaccessible pendant de nombreuses années. Et puis, en 2003, le gouvernement, la ville de Trois-Rivières et le gouvernement ont décidé d'en faire un musée. Donc, on peut le visiter. On peut dormir là. Et voilà, ça, c'est une expérience extraordinaire. Dans une cellule. Parce que on dit que ces lieux-là sont hantés, bien sûr. J'aimerais ça, moi. C'est sûr que nous autres, on dort zéro. Ben, je vous accompagnerai. Et on dit que ces lieux-là sont hantés, évidemment, parce qu'il y a toutes sortes d'histoires qui circulent, de gens qui seraient morts, bon, évidemment, lors de rixes entre prisonniers. Il y aurait des exécutions. Donc, évidemment, une histoire très chargée qui court sur les lieux. Et il faut voir ces lieux-là. Il y a des sous-bassements, il y a des souterrains qui sont tout à fait, comme on dit souvent, creepy. Donc, c'est vraiment très mystérieux. Et là, évidemment, dans l'obscurité, vous entendez des bruits de chaînes, des bruits de portes qui grincent. Donc, tout est là, le scénario, l'environnement pour créer cette idée qu'on est dans un lieu hanté, il est extraordinaire. Et quand arrive la période de l'Halloween, je sais que les administrateurs proposent aux gens de pouvoir même passer une nuit dans une cellule pour être accompagné des fantômes de l'ancien pénitencier. Belle lune de miel, là. C'est vraiment c'est un lieu extraordinaire. Et moi, je dis souvent aux gens, il ne faut pas se priver, même si maintenant, il y a de plus en plus d'explications scientifiques qui, malheureusement, désamorcent la croyance des fantômes, il faut quand même se rappeler que ce sont des lieux qui sont folkloriquement fantastiques. Il faut se laisser entraîner, se laisser divertir, parce que c'est quelque chose de folklorique. C'est un peu comme visiter Walt Disney. Bien sûr, on le sait, puis on n'a pas l'intention de dire à nos enfants, oui, Blanche-Neige existe, mais pendant un temps, on vit ce rêve-là, on vit ce parfum-là du surnaturel. L'âme au sens poétique. Oui, voilà, on se laisse entraîner dans cet univers fantastique que sont ces phénomènes paranormaux, parce qu'il y en a encore plein de phénomènes paranormaux pour lesquels on n'a pas d'explication. Ils sont peut-être la science de demain, mais pour l'instant, ils demeurent inexpliqués. En as-tu en tête un phénomène paranormal sans explication? Oui, il y en a plus. Les phénomènes dits de hantise ou de poltergeist, par exemple, ne trouvent pas tous des explications comme cela. Par exemple, dans les cas de hantise, on a parlé des explications que propose la neuroscience. Mais la neuroscience n'explique pas pourquoi un meuble, par exemple, va se déplacer dans un lieu. Et ça, pourtant, il y a dans certains cas des documents qui ont été filmés, des recherches qui ont été menées par des groupes de parapsychologues, des gens qui avaient des formations académiques soutenues,
qui ont utilisé un protocole scientifique pour documenter des événements. Et dans certains cas, par exemple, on a vu des meubles se déplacer, des meubles se renverser. Et toi, tu n'as aucune explication. Généralement, moi, c'est ma blonde. Quand elle veut du changement... Et ça, malheureusement, ces phénomènes dits de poltergeist, ce que l'on sait, c'est qu'au centre de ces manifestations-là, il y a généralement un adolescent ou une adolescente ou préadolescent, adolescent, qui vit des problèmes émotifs. On a parlé juste avant d'entrer en ondes, à un moment donné, du film Carrie. Alors, les scientifiques se posent justement cette question. Est-ce que c'est le jeune qui crée cette manifestation-là? Il est en colère. Au lieu de donner un coup sur la table, c'est une sorte de volonté qui crée le coup dans le mur. Donc, le jeune devient l'agent du poltergeist. Mais évidemment, on est dans un domaine qui est purement spéculatif parce que si c'est vrai, il faudrait croire qu'il existe une sorte d'énergie psychique mais sur laquelle la science n'a aucune prise. Donc, pour l'instant, on ne sait pas ce qui provoque ces phénomènes-là, et les phénomènes de poltergeist sont fascinants. C'est peut-être les phénomènes les plus fascinants de tous ces phénomènes de hantise, parce qu'ils ont été bien documentés, et ils permettent, c'est pas rien qu'une sensation, il y a généralement des manifestations physiques, coups frappés dans les murs, des meubles qui se renversent. Je me rappelle, il y a quelques années, fin des années 80, j'avais enquêté sur une histoire à Beauport, et TVA s'était rendu sur place, TVA Québec, et je me rappelle, il y a une séquence qui est tout à fait extraordinaire. On demande à Madame Sans-Chagrin, il y a des coups dans votre mur, Madame Sans-Chagrin, à quoi ça ressemble? Et comme on lui pose cette question devant la caméra, on voit le mur qui bouge derrière elle, et elle dit, comme ça. Et on n'a jamais trouvé d'explication. Donc, tout le monde, ils sont allés vers une explication possible. On a parlé de la chaleur particulière de cet été de 89 qui aurait pu provoquer un tassement dans le sol. Il y a des gens qui ont parlé, par exemple, de gaz qui s'accumulait dans les cloisons du mur, qui aurait pu créer ces bangs qui se produisaient dans le mur. Mais finalement, au fil du temps, les manifestations ont diminué pour disparaître sans que personne n'ait apporté la moindre explication définitive au phénomène. Ce sont des phénomènes extraordinaires. Elle a peut-être eu de la difficulté à revendre sa maison. Oui, après, en fait, aujourd'hui, plus aucun des locataires originaux ne vit dans cette maison-là. Et en 1969, un cas semblable aussi avait défrayé la manchette au Québec. Ça se passait à Acton Vale, où là aussi des manifestations pendant 3 nuits ont perturbé une famille d'Acton Vale. Et là, il y a toute la ville d'Acton Vale, à peu près, a été témoin de ces manifestations-là. Donc, coups frappés dans les murs, des meubles qui se déplaçaient, des meubles qui se renversaient, et pour lesquels tous les phénomènes ont duré pendant 3 nuits, en fait 3 soirées. Et encore une fois, au centre de ces manifestations, on avait une jeune fille qui avait 7 ou 8 ans, qui était une préadolescente, qui vivait des problèmes émotifs parce que, bon, sa mère était monoparentale, donc il y avait tout le problème, le conflit intérieur. Et soudainement, ces phénomènes se sont déclenchés autour d'elle. Et quand il y a des témoins autour, ça donne encore plus de poids à tout ça. Donc, ces phénomènes-là ont été bien documentés, mais on n'a jamais trouvé d'explication. Alors, évidemment, c'est la porte ouverte. Si vous voulez croire aux revenants, on dira, ce sont des revenants qui viennent de l'au-delà. Mais la science, évidemment, se pose la question, et si c'était autre chose, quelque chose qu'on ne peut pas encore expliquer aujourd'hui, mais qui peut-être demain ou après-demain trouvera une explication. Mais pour trouver cette explication, il faut avoir un protocole, une approche rigoureuse et scientifique. Faire n'importe quoi avec n'importe quoi, ça n'apporte pas des réponses. Et les meubles qui se renversent quand c'est Ikea, ça a l'air que la fréquence n'a pas besoin d'être si basse que ça. Non, là, on n'est pas vraiment dans ce Christian, il reste 2 minutes pour cette partie-là. Là, c'est la maison Tesla. La maison Tesla, oui. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Elle est magnifique. D'ailleurs, elle a fait la une, à un moment donné, elle a fait la couverture du bottin téléphonique. Vous vous rappelez, les années 70, on avait des bottins téléphoniques. La maison Tressler a fait la une. Donc, la maison Tressler, c'est Jean-Joseph Tressler. Elle est habitée? Oui, elle est habitée. Non, elle est habitée. Okay. La maison a été construite à la fin du 18e siècle. Et l'histoire voudrait que Joseph Tressler, qui était un homme d'affaires, en fait un commerçant très riche, aurait voulu que ses filles se marient avec, évidemment, des bourgeois. Et l'une de ses filles, Catherine, aurait décidé finalement de marier un commis de son père d'ailleurs, un roturier. Et là, elle aurait été déshéritée. Et c'est le fait d'avoir été déshéritée que 200 ans plus tard, elle entrait toujours les corridors de la maison Tressler. Elle veut juste de l'argent, finalement. Oui, mais c'est assez amusant parce qu'ici, on fait une distorsion de l'histoire. On oublie, les chasseurs de fantômes, oublient de nous dire qu'en fait, Catherine Tressler n'a pas été déshéritée par son père. En fait, elle avait été sur le testament. Oui, elle avait été déshéritée, mais elle est allée au tribunal avec cela. Et après un bras de fer qui a duré 3 ans devant les tribunaux,
elle a gagné son point et elle a retrouvé sa part de l'héritage. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui que le fantôme de Catherine entre les murs de la maison. Donc, c'est cette qui? maison-là? C'est Ça qui, se trouve à Christian, Dor- qui entre les murs, c'est pas Catherine? Ah, il y a des manifestations, il y a une Avocat. légende. C'est peut-être notre pouvoir de la suggestion qui fait qu'il y a des fantômes dans la maison Tressler. C'est assez amusant aussi parce que la maison Tressler, depuis 1985, est passée entre les mains de la Fondation Tressler. On en a fait une maison qui est consacrée à la culture. On y fait, par exemple, des vernissages. On reçoit également des orchestres, de la musique de chambre. Et c'est vrai que les propriétaires n'aiment pas trop que les légendes de fantômes soient associées à la maison Tressler, même si, lorsque l'on visite les lieux, on arrive dans l'ancienne chambre de Catherine et un petit panneau nous raconte la légende du fantôme de Catherine qui entrait les murs Quand et, même, hein? Et c'est où, cette maison-là? Et ça, cette maison-là est située à Dorion, donc juste en sortant de Montréal, Vaudreuil-Dorion. Donc la maison, on peut la visiter. C'est vraiment un endroit magnifique. Maison qui date de 1798, qui a été rénovée à plusieurs reprises, qui a été modifiée. Elle n'a plus tout à fait la forme originale qu'elle avait à l'époque, mais elle est classée, bien sûr, comme monument historique. On voyait l'épaisseur des murs Ouais, aussi. là. c'était Oui, c'était oui, hein, vraiment il y avait remarquable. tendance C'est un là-bas, là, très, ouais. très bel endroit, la maison Tressler. Ben, merci, Christian. Oui. Ben, Ça me c'est fait intéressant, plaisir. hein? Très En fait, intéressant. quand c'est vu sous la lorgnette de la science, ça m'intéresse beaucoup plus que Voilà. la crédulité des gens. Complètement. Oui, absolument. Fait que quand est-ce qu'on dort à Trois-Rivières? Tout de suite après la pause, on parle du soutien à domicile. Qui ont apporté au cours des 20 dernières années des découvertes tout à fait extraordinaires sur notre relation avec les fantômes. Ah, toi, aimes-tu les fantômes? En as-tu déjà vu? Je suis un peu la version Tammy Verge, moi aussi. là. C'est-à-dire que ça va m'en prendre pas mal. OK, mais... Puis personne n'est arrivé jusque-là avec moi. Je suis une sceptique née. OK, parfait. Mais là, Je suis très plancher des vaches, moi. Bon, ben, Dans la vie, aujourd'hui- quelqu'un qui me connaît, tu sais, c'est comme... oui, t'es je trouve assez ça- rationnel. Ben, Mais oui, aujourd'hui, vas-y. on va parler des lieux hantés au Québec. OK. Ça fait que là, peut-être que si on allait tous faire un tour là, peut-être qu'on aurait des histoires à raconter. Moi, c'est sûr que je dors pas. Moi, si on va là, c'est sûr que je dors pas, puis je veux pas y croire. Mais c'est sûr que j'ai T'as une quelque chose. grosse imagination, puis... Mais ça veut dire qu'au fond de si toi, tu on y y crois un va, peu. si on y va, 50 d'entre nous vivront une expérience paranormale. Parce que des Je suis tout à fait recherches, d'accord. il y a un scientifique britannique qui a dit à un moment donné, une maison hantée n'a pas besoin de fantômes pour être hantée, elle n'a besoin que du pouvoir de la suggestion. Oui. Et voilà. c'est Et donc, si on a fait des tests, on amenait des gens, par exemple, dans des lieux que on leur disait au départ hantés. Après quelques heures, 50 d'entre eux disaient « J'ai vécu quelque chose, j'ai entendu quelque chose, j'ai senti un toucher, C'est qu'on j'ai vécu. interprète tout différemment. Et voilà, et c'est justement ces recherches dans le domaine des neurosciences, ce qu'elles nous montrent depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on se crée nous-mêmes des biais cognitifs tout à fait extraordinaires. Notre Exactement. cerveau est une extraordinaire machine à créer des illusions. Et on a toujours cru que ces illusions-là, qui sont bien réelles, le stimuli, il est là, l'expérience, elle est réelle. Mais la façon dont notre cerveau va décanter l'expérience et va nous amener à croire qu'il y a des gens autour de nous, qu'on a entendu un murmure, qu'on a eu l'impression d'avoir été touché. Tout ça se passe ici, et non Hanté. pas de l'extérieur. OK, bien là, tu vois, on avance. On avance. Déjà, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Ben, il y aura 50 qui va penser C'est notre ça. base, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, hanté? Hanté, c'est-à-dire que généralement, il y a plusieurs distinctions dans le domaine du paranormal. Les poltergeists, les phénomènes d'hantise, les apparitions, tout ça, ce sont des types de manifestations différentes. Lorsque l'on parle d'une hantise, on parle d'un lieu, généralement, qui, au fil des années, des générations, aura des histoires mystérieuses associées à ce lieu-là. Et dans certains cas, pour 1 à peu près des phénomènes, il y aura des apparitions, donc des gens ou des formes que l'on verra qui vont nous rappeler des gens qui auraient vécu dans ces lieux-là. Donc ça, c'est ce qui caractérise une hantise et généralement associée à ce lieu-là. Il y aura eu des morts de manière dramatique, donc il y a une histoire assez sordide, dramatique, associée au lieu qui va alimenter la croyance que les fantômes sont rattachés à ces lieux. Ces histoires-là, souvent, sont intéressantes. Moi, Ouais, c'est en fait, un aspect que j'apprécie beaucoup. là, Voilà, de- donc de- l'histoire est souvent plus intéressante que la manifestation elle-même. Là, C'est- tu nous as proposé des lieux au Québec, dont l'asile de Saint-Clotilde de Horton. Ouais. Juste le nom. Donc, Déjà là. Soit là. Mais est-ce qu'il y a des gens qui habitaient la maison? Je pense que là, présentement, il y a des gens qui habitent la Mais à maison. l'époque- Mais à l'époque, non. En tout cas, on ne l'approchait pas, là. Oui, ils vont en faire un film, puis ils m'ont demandé de faire le rôle. Bonjour, Tammy Bird. Salut! Ça va bien? Ça va très bien. Tammy, est-ce que toi, tu as déjà fait la rencontre de quelqu'un qu'on ne voit pas? As-tu des amis imaginaires Pas que tu as du vus? tout. Je n'ai aucune expérience OK. paranormale. Puis je m'excuse d'avance parce que moi, je n'y crois pas beaucoup. J'aime les histoires.
OK? Comprenez-moi bien. J'aime ça, entendre ces histoires-là. Mais pour moi, ça demeure des histoires. Je pense que je suis très cartésienne. Pour moi, il y a une explication scientifique. Voilà, je m'affiche. On te C'est demanderait clair. de quitter. Mais Christian Page, bienvenue. Christian, t'es l'enquêteur du paranormal, donc t'es un peu comme Tammy aussi. Absolument. Tu sais, vous avez la même pensée, t'aimes les histoires et t'aimes démonter les histoires aussi. En fait, ce que Tammy dit, c'est, si on regarde là, de manière assez relative, il y a 20 ou 30 ans, quand les gens disaient « j'ai vécu des expériences paranormales », on avait d'un côté les sceptiques militants et les scientifiques qui disaient « ces gens-là ont visiblement abusé de substances ». Aujourd'hui, les sceptiques ont encore le même discours, mais il y a une communauté de scientifiques maintenant qui accueille avec beaucoup de bienveillance ces témoignages. Une nouvelle génération de scientifiques dit « attention ». Ces gens-là vivent réellement des expériences. Ils croient que ces expériences-là sont réelles, mais il y a peut-être d'autres explications avant de faire intervenir l'au-delà. Donc maintenant, il y a une voie de la recherche, et en particulier dans le domaine des neurosciences, qui ont apporté au cours des 20 dernières années des découvertes tout à fait extraordinaires sur notre relation avec les fantômes. Ah, toi, aimes-tu les fantômes? En as-tu déjà vu? Je suis un peu la version Tammy Verge, moi aussi. là. C'est-à-dire que ça va m'en prendre pas mal. OK, mais... Puis personne n'est arrivé jusque-là avec moi. Je suis une sceptique née. OK, parfait. Mais là, Je suis très plancher des vaches, moi. Bon, ben, aujourd'hui- Quelqu'un qui me connaît, tu le sais, c'est comme... Oui, t'es je trouve assez ça- rationnel. Ben, Mais oui, aujourd'hui, vas-y. on va parler des lieux hantés au Québec. OK. Ça fait que là, peut-être que si on allait tous faire un tour là, Mhm. peut-être qu'on aurait des histoires à raconter. Moi, c'est sûr que je dors pas. Moi, si on va là, c'est sûr que je dors pas, puis je veux pas y croire. Mais c'est sûr que j'ai T'as une quelque chose. grosse imagination, puis... Mais ça veut dire qu'au fond de si toi, tu on y y crois un va, peu. si on y va, 50 d'entre nous vivront une expérience paranormale. Oui. Parce que des Je suis tout à fait recherches, d'accord. il y a un scientifique britannique qui a dit à un moment donné, une maison hantée n'a pas besoin de fantômes pour être hantée, elle n'a besoin que du pouvoir de la suggestion. Oui. Et voilà. c'est Et donc, si intéressant. on a fait des tests, on amenait des gens, par exemple, dans des lieux que on leur disait au départ hantés. Après quelques heures, 50 d'entre eux disaient « j'ai vécu quelque chose, j'ai entendu quelque chose, j'ai senti un toucher, C'est qu'on j'ai vécu. interprète tout différemment. Et voilà, et c'est justement ces recherches dans le domaine des neurosciences, ce qu'elles nous montrent depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on se crée nous-mêmes des biais cognitifs tout à fait extraordinaires. Notre Exactement. cerveau est une extraordinaire machine à créer des illusions. Et on a toujours cru que c'est... Ben, Mais Oui, aujourd'hui, vas-y. on va parler des lieux hantés au Québec. OK. Ça fait que là, peut-être que si on allait tous faire un tour là, Mhm. peut-être qu'on aurait des histoires à raconter. Moi, c'est sûr que je dors pas. Moi, si on va là, c'est sûr que je dors pas, puis je veux pas y croire. Mais c'est sûr que j'ai T'as une quelque chose. grosse imagination, puis... Mais ça veut dire qu'au fond de si toi, tu on y y crois un va, peu. si on y va, 50 d'entre nous vivront une expérience paranormale. Oui. Parce que des Je suis tout à fait recherches, d'accord. il y a un scientifique britannique qui a dit à un moment donné, une maison hantée n'a pas besoin de fantômes pour être hantée, elle n'a besoin que du pouvoir de la suggestion. oui. Et voilà. c'est Et donc, si intéressant. on a fait des tests, on amenait des gens, par exemple, dans des lieux que on leur disait au départ hantés. Après quelques heures, 50 d'entre eux disaient « j'ai vécu quelque chose, j'ai entendu quelque chose, j'ai senti un toucher, C'est qu'on j'ai vécu. interprète tout différemment. Et voilà, et c'est justement ces recherches dans le domaine des neurosciences, ce qu'elles nous montrent depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on se crée nous-mêmes des biais cognitifs tout à fait extraordinaires. Notre Exactement. cerveau est une extraordinaire machine à créer des illusions. Et on a toujours cru que ces illusions-là, qui sont bien réelles, le stimuli, il est là, l'expérience, elle est réelle. Mais la façon dont notre cerveau va décanter l'expérience et va nous amener à croire que des gens autour de nous, qu'on a entendu un murmure, qu'on a eu l'impression d'avoir été touché, tout ça se passe ici, et non Hanté. pas de l'extérieur. OK, bien là, tu vois, on avance. On avance. Déjà, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Ben, il y aura 50 qui va penser C'est notre ça. base, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, hanté? Hanté, là, c'est-à-dire que généralement, il y a plusieurs distinctions dans le domaine du paranormal. Les poltergeists, les phénomènes d'hantise, les apparitions, tout ça, ce sont des types de manifestations différentes. Lorsque l'on parle d'une hantise, on parle d'un lieu, généralement, qui, au fil des années, des générations, aura des histoires mystérieuses associées à ce lieu-là. Et dans certains cas, pour 1 à peu près des phénomènes, il y aura des apparitions, donc des gens ou des formes que l'on verra qui vont nous rappeler des gens qui auraient vécu dans ces lieux-là. Donc ça, c'est ce qui caractérise une hantise et généralement associée à ce lieu-là. Il y aura eu des morts de manière dramatique, donc il y a une histoire assez sordide, dramatique, associée au lieu qui va alimenter la croyance
que les fantômes sont rattachés à ces lieux. Ces histoires-là, souvent, sont intéressantes. Moi, Ouais, c'est en fait, un aspect que j'apprécie beaucoup. Voilà, là, donc l'histoire est souvent plus intéressante que la manifestation elle-même. Là, C'est- tu nous as proposé des lieux au Québec, dont l'asile de Saint-Clotilde de Horton. Ouais. Juste le nom. Donc, Déjà là. mais ce qui est dit, c'est vrai, parce que lorsque l'on parle T'as des... raison. Bon, dans le cas de l'asile de On voit Sainte-Clotilde l'asile d'Horton, ici, là. ça se trouve dans le comté d'Arthabasca, c'est tout dans la région de Thetford Mines à peu près. Donc, l'asile a une histoire tout à fait extraordinaire. Il est construit à la fin des années 30. Dans les années 50, il va passer... bon, au départ, ça se doit d'être... c'est des missionnaires qui font construire ça. Donc, c'est une sorte d'abbaye. Et puis, éventuellement, dans les années 50, ça passe entre les mains des frères Blême, le conflit intérieur. Et soudainement, ces phénomènes se sont déclenchés autour d'elle. Et quand il y a tout des dans les témoins murs. autour, ça Alors, donne encore plus de poids à tout voilà. ça. Donc, ces phénomènes-là ont été bien documentés, mais on n'a jamais trouvé d'explication. Alors, évidemment, c'est la porte ouverte. Si vous voulez croire aux revenants, on dira, ce sont des revenants qui viennent de l'au-delà. Mais la science, évidemment, se pose la question, et si c'était autre chose? Quelque chose qu'on ne peut pas encore expliquer aujourd'hui, mais qui peut-être demain ou après-demain trouvera une explication. Mais pour trouver cette explication, il faut avoir un protocole, une approche rigoureuse et scientifique. Faire n'importe quoi avec n'importe quoi, ça n'apporte pas des réponses. Mais les meubles qui se renversent quand c'est Ikea, ça a l'air que la fréquence n'a pas besoin d'être si basse que ça. Non, là, on n'est pas vraiment dans ce domaine-là. Christian, il reste 2 minutes pour cette partie-là. Là, c'est la maison Tesla. si Ouais, je la me maison trompe pas, Tesla, qu'on ouais. voit. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Elle ça- est magnifique. D'ailleurs, elle a fait la une, à un moment donné, elle a fait la couverture du bottin téléphonique. Vous vous rappelez, les années 70, on avait des bottins téléphoniques. La maison Tressler a fait la une. Donc, la maison Tressler, c'est Jean-Joseph Tressler. Elle est habitée? Oui, Ah non, elle est ok, habitée. c'est un Non, elle est musée, habitée. ok. La maison a été construite à la fin du 18e siècle. Et l'histoire voudrait que Joseph Tressler, qui était un homme d'affaires, en fait, un commerçant très riche, aurait voulu que ses filles se marient avec, évidemment, des bourgeois. Et l'une de ses filles, Catherine, aurait décidé finalement de marier un commis de son père, d'ailleurs, un voiturier. Et là, elle aurait été déshéritée. Et c'est le fait d'avoir été déshéritée que 200 ans plus tard, elle entrait toujours les corridors de la maison Tressler. On veut juste de l'argent, Oui, finalement. mais c'est assez amusant parce qu'ici, on fait une distorsion de l'histoire. On oublie, les chasseurs de fantômes, oublie de nous dire qu'en fait, Catherine Tressler n'a pas été déshéritée par son père. En fait, elle avait été sur le testament. Oui, elle avait été déshéritée, mais elle est allée au tribunal avec cela. Et après un bras de fer qui a duré 3 ans devant les tribunaux, elle a gagné son point et elle a retrouvé sa part de l'héritage. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui que le fantôme de Catherine entre les murs de la maison. Donc, c'est cette qui? maison-là? Et ça se C'est trouve à Christian Doré. qui entre les murs, c'est pas Catherine. Ah, il y a des manifestations, il y a une Avocat. légende. C'est peut-être notre pouvoir de la suggestion qui fait qu'il y a des fantômes dans la maison Tressler. C'est assez amusant aussi parce que la maison Tressler, depuis 1985, est passée entre les mains de la Fondation Tressler. On en a fait une maison qui est consacrée à la culture. On y fait, par exemple, des vernissages. On reçoit également des orchestres, de la musique de chambre. Et c'est vrai que les propriétaires n'aiment pas trop que les légendes de fantômes soient associées à la maison Tressler, même si, lorsque l'on visite les lieux, on arrive dans l'ancienne chambre de Catherine et un petit panneau nous raconte la légende du fantôme de Catherine qui entrait les murs Quand et, même, hein? et Et c'est les où, corridors. cette Et maison-là? ça, cette maison-là est située à Dorion, donc juste en sortant de Montréal, Vaudreuil-Dorion. Donc la maison, on peut la visiter. C'est vraiment un endroit magnifique. Maison qui date de 1798, qui a été rénovée à plusieurs reprises, qui a été modifiée. Elle a une volonté qui crée le coup dans le mur. Donc le jeune devient l'agent du poltergeist. Mais évidemment, on est dans un domaine qui est purement spéculatif parce que si c'est vrai, il faudrait croire qu'il existe une sorte d'énergie psychique, mais sur laquelle la science n'a aucune prise. Donc, pour l'instant, on ne sait pas ce qui provoque ces phénomènes-là, et les phénomènes de poltergeist sont fascinants. C'est peut-être les phénomènes les plus fascinants de tous ces phénomènes de hantise, parce qu'ils ont été bien documentés, et ils permettent, c'est pas rien qu'une sensation, il y a généralement des manifestations physiques, coups frappés dans les murs, des meubles qui se renversent. Je me rappelle, il y a quelques années, fin des années 80, j'avais enquêté sur une histoire à Beauport, et TVA s'était rendu sur place, TVA Québec, et je me rappelle, il y a une séquence qui est tout à fait extraordinaire. On demande à Madame Sans-Chagrin, il y a des coups dans votre mur, Madame Sans-Chagrin, à quoi ça ressemble? Et comme on lui pose cette question devant la caméra, on voit le mur qui bouge derrière elle, et elle dit, comme ça.
Et on n'a jamais trouvé d'explication. Donc, tout le monde, ils sont allés vers une explication possible. On a parlé de la chaleur particulière de cet été de 89 qui aurait pu provoquer un tassement dans le sol. Il y a des gens qui ont parlé, par exemple, de gaz qui s'accumulait dans les cloisons du mur, qui aurait pu créer ces bangs qui se produisaient dans le mur. Mais finalement, au fil du temps, les manifestations ont diminué pour disparaître sans que personne n'ait apporté la moindre explication définitive au phénomène. Ce sont des phénomènes extraordinaires. Elle a peut-être eu de la difficulté à revendre sa maison. Oui, après, en fait, aujourd'hui, plus aucun des locataires originaux ne vit dans cette maison-là. Et en 1969, un cas semblable aussi avait défrayé la manchette au Québec. Ça se passait à Acton Vale, où là aussi des manifestations pendant 3 nuits ont perturbé une famille d'Acton Vale. Et là, il y a toute la ville d'Acton Vale, à peu près, a été témoin de ces manifestations-là. Donc, coups frappés dans les murs, des meubles qui se déplaçaient, des meubles qui se renversaient, et pour lesquels tous les phénomènes ont duré pendant 3 nuits, en fait 3 soirées. Et encore une fois, au centre de ces manifestations, on avait une jeune fille qui avait 7 ou 8 ans, qui était une préadolescente, qui vivait des problèmes émotifs parce que, bon, sa mère était monoparentale, donc il y avait tout le problème, le conflit intérieur. Et soudainement, ces phénomènes se sont déclenchés autour d'elle. Et quand il y a des témoins autour, ça donne encore plus de poids à tout ça. Donc, ces phénomènes-là ont été bien documentés, mais on n'a jamais trouvé d'explication. Alors, évidemment, c'est la porte ouverte. Si vous voulez croire aux revenants, on dira, ce sont des revenants qui viennent de l'au-delà. Mais la science, évidemment, se pose la question, et si c'était autre chose, quelque chose qu'on ne peut pas encore expliquer aujourd'hui, mais qui peut-être demain ou après-demain trouvera une explication. Mais pour trouver cette explication, il faut avoir un protocole, une approche rigoureuse et scientifique. Faire n'importe quoi avec n'importe quoi, ça n'apporte pas des réponses. Mais les meubles qui se renversent quand c'est Ikea, ça a l'air que la fréquence n'a pas besoin d'être si basse que ça. Non, là, on n'est pas vraiment dans ce domaine-là. Christian, il reste 2 minutes pour cette partie-là. Là, c'est la maison de Tessa. Rire aussi, ils font une business avec ça. Absolument. Puis le vieux pénitencier de Trois-Rivières, est-il hanté? Ben, encore là... Parce que c'est aussi un pénitencier. Dans la catégorie des lieux hantés, les asiles et les pénitenciers sont des endroits très riches. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes d'histoires sordides et qui circulent autour de ces lieux-là. Dans le cas du pénitencier de Trois-Rivières, le bâtiment a été construit, en fait, il a été inauguré en 1822 et au départ, il devait recevoir à peu près 40 prisonniers. Il avait été conçu pour recevoir 40 prisonniers et éventuellement, la population carcérale a dépassé à un moment donné plus de 100 prisonniers. Donc, on comprend que les conditions étaient tout à fait sordides et finalement, le bâtiment, bon, il a été incendié en 1908 et en 1985, on a décidé de le fermer à cause des conditions d'insalubrité. Donc, le bâtiment a été fermé, inaccessible pendant de nombreuses années. Et puis, en 2003, le gouvernement, la ville de Trois-Rivières et le gouvernement ont décidé d'en faire un musée. Donc, on peut le visiter. On peut dormir là. Et voilà, ça, c'est une expérience extraordinaire. Dans une cellule. Parce que on dit que ces lieux-là sont hantés, bien sûr. J'aimerais ça, moi. C'est sûr que nous autres, on dort zéro. Je vous accompagnerai. Et on dit que ces lieux-là sont hantés, évidemment, parce qu'il y a toutes sortes d'histoires qui circulent, de gens qui seraient morts, bon, évidemment, lors de rixes entre prisonniers. Il y aurait eu des exécutions. Donc, évidemment, une histoire très chargée qui court sur les lieux. Et il faut voir ces lieux-là. Il y a des sous-bassements, il y a des souterrains qui sont tout à fait, comme on dit souvent, creepy. Donc, c'est vraiment très mystérieux. Et là, évidemment, dans l'obscurité, vous entendez des bruits de chaînes, des bruits de portes qui grincent. Donc, tout est là, le scénario, l'environnement pour créer cette idée qu'on est dans un lieu hanté, il est extraordinaire. Et quand arrive la période de l'Halloween, je sais que les administrateurs proposent aux gens de pouvoir même passer une nuit dans une cellule pour être accompagné des fantômes de l'ancien pénitencier. Belle lune de miel, là. C'est vraiment c'est un lieu extraordinaire. Et moi, je dis souvent aux gens, il ne faut pas se priver, même si maintenant, il y a de plus en plus d'explications scientifiques qui, malheureusement, désamorcent la croyance des fantômes, il faut quand même se rappeler que ce sont des lieux qui sont folkloriquement fantastiques. Oui. Il faut se laisser entraîner, se laisser divertir, parce que c'est quelque chose de folklorique. C'est un peu comme visiter Walt Disney. Bien sûr, on le sait, puis on n'a pas l'intention de dire à nos enfants, oui, Blanche-Neige existe, mais pendant un temps, on vit ce rêve-là, on vit ce parfum-là du surnaturel. L'âme au sens poétique. Oui, voilà, on se laisse entraîner dans cet univers fantastique que sont ces phénomènes paranormaux, parce qu'il y en a encore plein de phénomènes paranormaux pour lesquels on n'a pas d'explication. Ils sont peut-être la science de demain,
Mais pour l'instant, il demeure En inexpliqué. as-tu en tête un phénomène Les bas dans la paranormal sans explication? Oui. Oui, il y en a plus. Les phénomènes dits de hantise ou de poltergeist, par exemple, ne trouvent pas tous des explications. Le bâtiment a été fermé, inaccessible pendant de nombreuses années. Et puis, en 2003, le gouvernement, la ville de Trois-Rivières et le gouvernement ont décidé d'en faire un musée. Donc, on peut le visiter. On peut dormir là. Et voilà, ça, Oui, c'est hein? une expérience extraordinaire. Dans une Parce que, cellule. voilà, parce que ça me dit on quelque dit que ces lieux-là sont hantés, bien sûr. J'aimerais ça, moi. C'est sûr que nous autres, on dort zéro. là. Ben, je vous accompagnerai. Et on dit que ces lieux-là sont hantés, évidemment, parce qu'il y a toutes sortes d'histoires qui circulent, de gens qui seraient morts, bon, évidemment, lors de rixes entre prisonniers. Il y aurait des exécutions. Donc, évidemment, une histoire très chargée qui court sur les lieux. Et il faut voir ces lieux-là. Il y a des sous-bassements, il y a des souterrains qui sont tout à fait, comme on dit souvent, creepy. Donc, c'est vraiment très mystérieux. Et là, évidemment, dans l'obscurité, vous entendez des bruits de chaînes, des bruits de portes qui grincent. Donc, tout est là, le scénario, l'environnement pour créer cette idée qu'on est dans un lieu hanté, il est extraordinaire. Et quand arrive la période de l'Halloween, je sais que les administrateurs proposent aux gens de pouvoir même passer une nuit dans une cellule pour être accompagné des fantômes de l'ancien pénitencier. Belle lune de miel, là. C'est vraiment c'est un lieu extraordinaire. Et moi, je dis souvent aux gens, il ne faut pas se priver, même si maintenant, il y a de plus en plus d'explications scientifiques qui, malheureusement, désamorcent la croyance des fantômes, il faut quand même se rappeler que ce sont des lieux qui sont folkloriquement fantastiques. Oui, oui. Il faut se laisser entraîner, Oui, se t'as laisser raison, par la divertir, histoire. parce que c'est quelque chose de folklorique. C'est un peu comme visiter Walt Disney. Bien sûr, on le sait, puis on n'a pas l'intention de dire à nos enfants, oui, Blanche-Neige existe, mais pendant un temps, on vit ce rêve-là. On vit ce parfum-là du surnaturel. L'âme au sens poétique. Oui, là, voilà, tu sais. on se laisse entraîner dans cet univers fantastique que sont ces phénomènes paranormaux, parce qu'il y en a encore plein de phénomènes paranormaux pour lesquels on n'a pas d'explication. Ils sont peut-être la science de demain, mais pour l'instant, ils demeurent En inexpliqués. as-tu en tête un phénomène Les bas dans la paranormal sans explication? Oui. Oui, il y en a plus. Les phénomènes dits de hantise ou de poltergeist, par exemple, ne trouvent pas tous des explications comme cela. Par exemple, dans les cas de hantise, on a parlé des explications que propose la neuroscience. Mais la neuroscience n'explique pas pourquoi un meuble, par exemple, va se déplacer dans un lieu. Et ça, pourtant, il y a dans certains cas des documents qui ont été filmés, des recherches qui ont été menées par des groupes de parapsychologues, des gens qui avaient des formations académiques soutenues, qui ont utilisé un protocole scientifique pour documenter des événements. Et dans certains cas, par exemple, on a vu des meubles se déplacer, des meubles se renverser. Et toi, tu n'as aucune explication. Vraiment, moi, c'est ma blonde. Quand t'as vu le changement... Et ça, malheureusement, ces phénomènes dits de poltergeist, ce que l'on sait, c'est qu'au centre de ces manifestations-là, il y a généralement un adolescent ou une adolescente ou préadolescent, adolescente, qui vit des problèmes émotifs. On a parlé juste avant d'entrer en ondes, à un moment donné, du film Carrie. Alors, les scientifiques se posent justement cette question.